Bonjour à vous. Quand on demande aux gens ce qu'ils veulent dans la vie, les réponses sont souvent variées. Réussir, être libre, aimer, fonder une famille, gagner de l'argent, voyager, avoir la paix. Mais si on creuse un peu, on s'aperçoit que toutes ces réponses semblent viser finalement une même chose, le bonheur. La grande question alors n'est pas seulement que voulons-nous dans l'existence, mais plutôt qu'est-ce qu'une vie vraiment heureuse? C'est précisément la question qu'Aristote pose dans l'Éthique à Nicomaque, l'un des textes les plus influents de toute l'histoire de la philosophie occidentale. Dès les premières lignes, Aristote affirme une idée très simple mais décisive. Toute action humaine vise un bien. Quand nous choisissons, quand nous agissons, c'est toujours parce que quelque chose nous semble désirable. Or, parmi tous les biens que nous poursuivons, il doit bien y en avoir un plus élevé que les autres, un bien suprême pour l'action humaine, un bien que nous recherchons pour lui-même et non comme un simple moyen. Ce bien, Aristote l'appelle l'eudaimonia, qu'on traduit souvent par bonheur, même si le terme désigne plus précisément l'accomplissement d'une vie humaine réussie. Et c'est là que le texte devient passionnant. Car pour Aristote, le bonheur ne se réduit ni à un plaisir fugace, ni à une émotion, ni au hasard de la fortune. Et ce n'est pas non plus le fait de se sentir bien de temps en temps. Le bonheur, au sens fort, c'est mener sur la durée une vie excellente, guidée par la raison et conforme à la vertu. Autrement dit, on n'est pas heureux parce qu'on a passé un bon moment, on est heureux si l'on mène durablement la meilleure vie possible en tant qu'être humain. Mais qu'est-ce que c'est la meilleure vie possible pour un être humain? Aristote répond par ce qu'on appelle souvent l'argument de la fonction. De même qu'un bon musicien est celui qui joue bien de son instrument, ou qu'un bon médecin est celui qui soigne bien, on peut supposer que l'être humain, lui aussi, a une fonction propre. Or, ce qui nous caractérise, selon Aristote, ce n'est pas seulement de vivre ou de sentir, car les plantes vivent et les animaux sentent. Ce qui nous caractérise en propre, c'est la vie rationnelle, la capacité de délibérer et d'ordonner notre existence selon la raison. La meilleure vie humaine sera donc une vie où la raison dirige l'existence de manière juste. Et c'est ici qu'intervient la notion centrale de vertu. C'est sans doute le point le plus célèbre de cet ouvrage. Pour Aristote, la vertu n'est ni un savoir purement abstrait, ni une simple bonne intention. Il commence d'ailleurs par distinguer les vertus morales, comme le courage, la tempérance, la générosité ou la justice, et les vertus intellectuelles, comme la science, la sagesse et surtout, dans le domaine pratique, la prudence. Les premières concernent notre manière de désirer, de ressentir et d'agir. Elles règlent les passions et forment le caractère. Les secondes perfectionnent notre faculté de penser et de juger, c'est-à-dire la raison elle-même. Elles se développent surtout par l'enseignement, le temps et l'expérience. Pour Aristote, une vie bonne suppose l'accord des deux types de vertus. Il ne suffit pas de savoir, il faut aussi avoir été formé à bien désirer. En d'autres termes, vivre bien ne consiste pas seulement à connaître le bien, mais à devenir capable de le vouloir et de l'accomplir. Or, les vertus morales ne naissent pas en nous toutes faites, elles s'acquièrent par l'habitude. On devient juste en agissant de façon juste, on devient courageux en accomplissant des actes courageux. En ce sens, la morale aristotélicienne est moins une morale du commandement qu'une morale de la formation du caractère. Elle pose moins la question « quelles règles dois-je appliquer ?» que la question « quel type de personne suis-je en train de devenir ?» Et elle suggère aussi qu'une action vraiment vertueuse ne consiste pas seulement à faire extérieurement ce qu'il faut, mais à le faire de la bonne manière, au bon moment et pour les bonnes raisons. Aristote explique alors que la vertu morale est une disposition à bien choisir qui consiste le plus souvent en un juste milieu entre deux excès. Par exemple, le courage se situe entre la lâcheté et la témérité. Mais il faut être très précis. Ce milieu n'est ni une moyenne mathématique, ni une simple modération, ni une manière de couper systématiquement la poire en deux. Et tout n'entre pas non plus dans ce schéma. Certaines actions sont mauvaises en elles-mêmes.
Le juste milieu désigne plutôt, dans le domaine de l'action, ce qu'il est raisonnable de faire dans une situation donnée. Le juste milieu est donc relatif à nous, aux circonstances, et il doit être déterminé par la raison, comme le ferait l'homme prudent. C'est pourquoi Aristote accorde une place essentielle à la phronésis, un terme qu'on traduit le plus souvent par prudence ou, mieux, par sagesse pratique. Il s'agit d'une vertu intellectuelle qui permet de délibérer correctement sur ce qu'il convient de faire ici et maintenant, compte tenu des circonstances. En d'autres termes, la prudence, c'est le jugement droit sur l'action humaine, la faculté de bien se prononcer dans le réel. Et cette faculté ne vaut pas seulement pour la conduite de la vie individuelle, elle est aussi indispensable dans l'art politique, car gouverner une cité, faire de bonnes lois, discerner ce qui sert véritablement le bien commun, tout cela exige aussi une intelligence pratique des situations, des fins à poursuivre et des moyens appropriés. Sans la prudence, la vertu morale risquerait de se réduire à une bonne disposition aveugle. Mais sans les vertus morales, la prudence elle-même se dégraderait en simple virtuosité au service de fins douteuses. Chez Aristote, une vie bonne n'est donc pas seulement une vie animée par de bonnes intentions, mais c'est une vie dans laquelle les désirs ont été éduqués et où l'intelligence sait leur donner une juste direction, aussi bien dans la conduite de soi que dans la conduite de la cité. Tout cela rend l'éthique d'Aristote à la fois exigeante et profondément réaliste. Exigeante parce qu'elle demande un vrai travail sur soi, et réaliste parce qu'elle ne prétend pas qu'on puisse vivre moralement grâce à des recettes toutes faites. La morale n'est pas chez lui une mécanique, c'est un apprentissage du discernement. L'éthique à Nicomaque est aussi un livre très lucide sur la condition humaine. Aristote sait bien qu'une vie bonne ne dépend pas exclusivement de nous. Elle exige aussi certains biens extérieurs, comme la santé, des ressources suffisantes et un cadre politique stable. Il sait aussi que nous sommes des êtres sociaux. C'est pourquoi il accorde une importance fondamentale à l'amitié, qu'il considère non comme un supplément agréable, mais comme une dimension capitale de la vie heureuse. Il en distingue plusieurs formes, fondées sur l'utilité, sur le plaisir ou sur la vertu. Mais la plus haute est celle où chacun veut le bien de l'autre pour lui-même. Cette idée est très forte. Pour Aristote, une vie vraiment bonne n'est pas une vie solitaire. Elle se construit avec les autres. Enfin, il faut reconnaître que l'éthique à Nicomaque est un texte qui n'est pas toujours simple et qu'il contient une tension importante. D'un côté, Aristote valorise la vie morale et politique, l'exercice des vertus dans la cité, l'amitié, la justice, la prudence, bref, tout ce qui fait d'une existence humaine une vie pleinement accomplie parmi les autres. Et de l'autre, dans le livre 10, il présente la contemplation comme la forme la plus haute du bonheur. Il semble ainsi établir une hiérarchie entre les formes de vie, la vie contemplative représentant l'accomplissement le plus parfait, parce qu'elle met en œuvre ce qu'il y a de plus élevé en l'homme, qu'elle est recherchée pour elle-même et qu'elle vaut comme une fin en soi. Il ne s'agit pas pour autant de deux morales distinctes. La vie contemplative n'abolit pas la vie morale, mais elle en représente plutôt l'accomplissement le plus élevé. Cela dit, cette tension n'est pas un défaut, elle fait au contraire toute la richesse de ce texte. Aristote pense à la fois l'homme comme citoyen, comme être de relation et comme esprit capable de vérité. Au fond, la force de ce livre, c'est qu'il ne nous demande pas seulement qu'est-ce qui est bien, mais comment vivre pour devenir pleinement humain. Aristote nous rappelle que le bonheur n'est ni un hasard, ni un simple ressenti, ni une accumulation de plaisirs. C'est une œuvre, une construction patiente, une fidélité à ce que nous avons de meilleur. Dans un monde qui nous pousse sans cesse à vouloir plus et plus vite, Aristote nous oblige à nous poser une question beaucoup plus profonde. Non pas « qu'est-ce que je peux obtenir ?», mais plutôt « quelle vie vaut vraiment la peine d'être vécue ?» Cette question-là, plus de 2000 ans après, reste fondamentale. Et c'est peut-être pour cela que ce texte nous parle encore autant aujourd'hui.